Bonjour, ici Richard Turgeon et bienvenue à l'épisode numéro 2 de En route vers Hard Rock. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je m'adresse aux gens qui aiment cuisiner parmi vous parce que NAC vous partage une foule de recettes dans lesquelles vous pouvez intégrer leurs produits. Question de pimper vos recettes en y intégrant les notions de l'ultra-énergie. En fait, c'est simple, tu vas sur le NAC.com, il y a la section Apprendre dans laquelle il y a des recettes à découvrir, dont le smoothie bowl à la poudre protéinée à la vanille, le pain aux bananes à la poudre de grillon, il y a la pâte à tartiner vegan au chocolat noisette concoctée par Alex Nobloch, que vous avez déjà entendu au podcast, et tellement d'autres. Moi, ma recette préférée avec les produits NAC, elle n'est pas sur le site, mais je vais vous la partager quand même. Quand vous revenez de votre course matinale puis que vous prenez votre shake de protéines ultra énergie au chocolat, vous remplacez l'eau par du lait de soya, puis tant qu'à y être, coulez-vous un espresso directement dans le shaker. Je vous le dis, ça va changer votre vie. Tout ça, ça se passe sur le NAC.com, sauf pour ma recette de shake caféiné, mais tout le reste est là. Puis si vous vous laissez tenter par leurs produits, utilisez le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 185e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'étais avec une voix que vous avez entendue plusieurs fois parce qu'on le sait, cette année, on fait une série ensemble. Richard Turgeon, bienvenue à Pas sorti du bois. Hey, salut Yannick. Écoute, Épisode épisode 2. Ce soir, mais un peu loin. C'est ça, sur la série, il va falloir qu'il y en aille à distance parce que, t'es à Gatineau, je suis à Québec, on peut pas toujours se voir. Puis là, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Racine d'Or. On avait clairement pas le temps ni le goût de s'asseoir et écouter un podcast. Fallait enregistrer un podcast, fallait remettre des prix, boire une bière, aller courir d'un sentier, ça avait été cool. Mais je suis content qu'on puisse se rasseoir aujourd'hui puis jaser ensemble. On remercie ton ami, un gars que j'ai appris à connaître aussi, que j'ai croisé récemment, Stéphane Kasselman, qui t'a prêté un micro. Fait que là, t'es comme en stéréo, comme si on était en studio. Ici, avec nous autres à ce soir-là. Ouais, c'est ça. Bon, salut Stéphane, on le remercie de t'avoir grillé d'un micro professionnel. Ouais, il est équipé super pro, Steph. Ah ouais, c'est ça, vraiment. Fait que c'est très cool, on le remercie. Écoute, Richard, on l'avait dit à l'épisode 1 de notre nouvelle série En route vers Hard Rock, on va aborder plusieurs sujets d'ici cette course-là qui est mythique. À chaque fois, on va pas répéter ce qu'est la Hard Rock parce que bon, c'est une série, fait qu'on incite les gens à aller écouter ce premier épisode-là qui date du début de l'année, mais la Hard Rock, veut pas, ça s'en vient, c'est mi-juillet. C'est dans 5 mois, en fait, un petit peu moins que 5 mois. Quand t'as constaté que c'est dans 5 mois, tu t'es dit « Oh shit, j'ai le temps » ou « Oh shit, ça vient vite ». Non, ça vient vite, ça vient vite. C'est ça, J'avais constaté il y a 6 mois, là, en fait, il y a un mois, quand il y en avait 6, là, puis j'étais en mode de ski, puis là, j'étais en transition ski vers course, mais ça va vite, 5 mois. En fait, 5 mois, ça a l'air long, mais c'est 20 semaines. En semaine, on dirait que ça a l'air plus court. Ouais, c'est ça, hein? 5 mois, c'est quasiment moitié d'année, mais 20 semaines. Ouais, c'est ça. Les plans d'entraînement, c'est souvent ça, à peu près 15-20 semaines, pour un 100 000. Ça tombe bien parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais là, avant de commencer, t'as-tu une bière? Oui. En fait, salutations à Francis Picard qui s'en va courir dans Death Valley, mais j'ai une bière du Bas-Canada, Fiche, une Pale Ale. Très cool. Écoute, juste dire que j'ai quand même diminué ma consommation d'alcool dans les derniers mois. Pour toutes sortes de raisons, mais en prévision de mon acclimatation d'altitude, je vais boire moins dans les prochains mois, mais bon, un épisode de Pas sorti du bois, c'est quand même hors du cover. Là, ça va être de moins en moins hors du commun parce qu'on va se parler souvent d'ici la Hard Rock. Fait que des fois, on troquera la bière pour autre chose. Tu m'as dit de toute façon qu'est-ce que tu avais prévu boire pour notre futur épisode sur l'acclimatation. On le dira pas, hein, on laissera la surprise. Moi, de mon côté, j'étais avec mes potes du Noctem qui m'offrent aujourd'hui une Hop Rush, donc une session IPA. Fait que merci à Noctem, puis cheers à toi, Richard. Santé, Donc, on le disait, plusieurs thèmes. Aujourd'hui, je n'ai regroupé 2 ensemble. On va parler d'entraînement puis de nutrition. C'est ce que j'aime de cette série-là que j'avais faite avec Marianne, qu'on recrée ensemble pour la Hard Rock. C'est, au-delà de parler d'anecdotes, au-delà de parler de courses, c'est aussi de parler de des sujets super précis. Puis, d'une manière, des fois, que j'ai pas le temps de faire avec un épisode régulier où j'apprends à découvrir quelqu'un,
je veux faire découvrir quelqu'un aux auditeurs. J'ai réussi un petit peu avec Audrey-Anne Brunel il y a 2 semaines parce qu'elle était nutritionniste de parler d'un sujet plus précis, mais souvent quand on est dans un épisode plus régulier de Pas sorti du bois, on jase de long en large des expériences de cette personne-là, des courses, des anecdotes, puis on a moins le temps de rentrer dans un sujet hyper précis. Là, on va avoir le temps de le faire dans plusieurs épisodes. Puis, comme je te disais avant qu'on ouvre les micros, te connaissant, avec le temps, on apprend à se connaître. Je trouve ça le fun d'aborder ces sujets-là avec quelqu'un qui va un peu plus de manière intuitive, dans le sens où, dans notre communauté, il y a du monde qui sont ultra préparés, disciplinés, avec un programme d'entraînement hyper rigide, puis c'est correct, ça fonctionne pour plein de monde. Pareil pour la nutrition, je pense que c'est un sujet où les fois je l'ai abordé au podcast, mais c'était avec des nutritionnistes ou des gens qui s'y connaissaient dans le fin détail scientifique, puis c'est correct, on a besoin de ces bases-là pour savoir comment s'arranger, mais je pense qu'il y a une grosse partie des gens dans la communauté qui vont peut-être un peu plus intuitivement. Moi, le premier, j'ai appris avec le temps à pas calculer dans ma tête continuellement combien de grammes de glucides j'ai dans le corps. Puis je pense que tu as cette approche-là, que ça va être intéressant d'en jaser. Absolument. Commençons par l'entraînement. Ça fait longtemps que tu fais des ultras. Ça t'a fait plusieurs ultras extrêmement montagneux. L'Outaouais, c'est pas extrêmement montagneux. Là, t'es à 5 mois de la Hard Rock. Comment on se prépare physiquement pour une course de 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif? Ouais, en fait, j'en ai fait plusieurs des courses avec le même dénivelé, là, mais puis j'ai toujours habité à Gatineau. Là. Il n'y a pas de grosses montées, mais il y a quand même, tu sais, on peut quand même faire du dénivelé significatif. Là. Il y a des pentes un peu de tous les degrés. La difficulté, c'est de trouver une pente que tu peux monter pendant 1000 mètres, alors qu'ici, le maximum, ça tourne autour de 180 mètres là, de dénivelé pour une côte à pic. Là. En continu, là. Ouais, oui, on continue effectivement. Fait que moi, j'ai tendance à aller souvent des Adirondacks. Tu sais, dans un rayon pas trop loin de chez nous, il y a le Mont-Tremblant qui est à 2 heures de route, qui a 625 mètres de dénivelé, qui est vraiment une montagne intéressante pour s'entraîner. Sinon, les Adirondacks, c'est un petit peu plus loin, mais là, dans les Adirondacks, tu peux faire un 1000 mètres de dénivelé. C'est beaucoup plus technique, il y a beaucoup plus d'options. Fait que c'est sûr que d'ici la Hard Rock, je vais aller faire probablement 2-3 week-end shocks des Adirondacks. Là. Okay. J'ai déjà des boucles en tête là, qui vont mimer le même type de dénivelé, même type de terrain. Là. Ah ouais. Puis en prévision de cette série-là avec toi, j'ai eu la chance de me de reparler à nouveau avec Joe Grant que j'avais reçu au tout début du podcast, qui est un coureur d'ultra, une légende de l'ultramarathon, un franco-américain, puis on s'est parlé pour plein de raisons, pas pour refaire un épisode ensemble, mais pour parler de la Hard Rock, puis il m'a donné comme plein de petits conseils, fait que moi je vais pouvoir teinter nos discussions, je vais avoir l'air du vieux sage qui sait des choses sur la Hard Rock, mais c'est parce que je l'ai su à travers un gars, ça fait 15 années consécutives qu'il a fait, soit comme coureur, soit comme crew, soit comme pacer, et soit comme chef de ravito dans les dernières années. Puis je suis intéressé aux petites pépites là, d'informations. Écoute, je vais toutes les donner d'une shot off micro parce que je pense que ça peut te servir, tant mieux, mais ce qui me parlait du parcours, il y a toujours la grande question dans le trail, si tu technique, si tu roulant, il y a plein de paramètres dans des courses, tu as fait des courses qui sont hyper techniques, des courses plus roulantes comme l'UTMB. Lui, ce qu'il me disait, c'est que c'est un parcours qui emprunte beaucoup d'anciens chemins miniers. Donc le défi, c'est bien sûr, c'est l'altitude. Le défi, c'est d'être souvent au-delà de la ligne d'arbre, fait que le jour, tu es complètement à découvert à la chaleur s'il y en a, mais du moins au soleil qui tape, t'as pas d'arbre pour te protéger, t'es à 4000 mètres, mais il me disait que c'est pas particulièrement technique, c'est beaucoup des chemins de 4 roues, des chemins qui auparavant servaient pour, je sais pas, à la ruée vers l'or, ça devait être des calèches avec des chevaux, fait quelque chose qui est pas du single track technique. Mais par contre, c'est des chemins qui montent à 4500 mètres d'altitude dans des pourcentages hyper à pic, là. Moi, je m'attends à quelque chose un peu du style UTMB. Là. Puis, tu sais, j'ai regardé plein de vidéos là, de recap là, sur YouTube là, de Hard Rock. Fait que j'ai quand même une idée. Mais je pense que c'est très similaire à l'UTMB qui est quand même pas très technique. Là. Sauf que c'est comme l'UTMB, mais à 2000 mètres plus haut. C'est ça. Le facteur difficile, je pense, c'est beaucoup l'acclimatation à l'altitude. Mais tu sais, hier soir, j'ai participé à les gens de la Hard Rock, ils organisent 4 ou 5 panels avec des gens de la Hard Rock pour les nouveaux
ceux qui sont inscrits pour cette année, là. Puis il y en avait un hier soir, puis il y avait Chris Twigg, puis il y avait Howie Stern qui l'ont fait comme 10-15 fois, là, un peu comme Joe, là, qui l'ont fait comme crew, qui l'ont fait comme coureur, qui l'ont fait comme bénévole. Puis c'est ça, tout le monde s'entend pour dire que c'est pas tant technique, mais il y a quand même un ou deux genres de pierriers. Là. Il y en a un qui va être dans la première section de la course parce que cette année, on le fait dans le sens horaire. Là. Ouais. Que c'est plus difficile l'autre affaire, c'est l'orientation. Il n'est pas super bien marqué le parcours. Puis c'est ça, c'est un pierrier avec des petites roches là, qui glissent. Puis à un moment donné, pouf, tu as des plus gros boulders là-dedans. Là. Fait qu'il y a des petits bouts techniques. Puis l'autre chose qu'il n'y a pas à l'UTMB, c'est qu'il y a beaucoup de ruisseaux à traverser. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que ça, c'est une des affaires que les gens ils disaient, faut que tu sois familier ou que tu t'attendes à courir avec les pieds mouillés souvent. Là. Fait que soit que tu aies des bas adéquats pour ça ou des souliers adéquats, mais en termes d'équipement, ça amène une petite twist là, particulière. Là. Ouais. Puis tu le disais, tu vas aller te faire des week-end shocks dans les Adirondacks. Quand tu te prépares pour des grosses courses, tu as fait le Tour des Glaciers, Tour des Géants, UTMB, est-ce que tu vas aller pour tes week-end shocks dans les Adirondacks ou ailleurs? Est-ce que tu vas aller essayer de chercher des terrains qui peuvent ressembler à ce que tu as fait? Vraiment pas juste dans le prendre 1000 mètres de dénivelé d'impact, mais là, tu dis tu as fait tes recherches, tu as regardé des vidéos, tu sais qu'il y a des traversées de rivière, tu sais que ça va être principalement courable ou en tout cas pas trop technique. Est-ce que tu as identifié des sentiers que tu veux faire qui miment un peu ça? Oui. Puis aussi, puis même localement, quand je m'entraîne dans le parc, juste le degré de pente pour essayer de respecter, tu fais combien de mètres de vertical par kilomètre, c'est de trouver des pentes qui ressemblent à ça. Là. Ouais. Fait que, c'est sûr que dans les Adirondacks, c'est plus technique que la Hard Rock. Là. Il y a des sentiers qui le sont moins, mais ça reste un peu plus technique. Mais pour ce qui est de la section de bouette puis d'avoir les sentiers mouillés, c'est en fait au Québec l'année passée, on a eu un été exceptionnel pour s'entraîner pour ça. Fait que je te dis que toutes les courses que j'ai faites au Québec l'année passée, on avait les pieds mouillés tout le long. Fait que je sais quoi, là. Mais sinon, ben, c'est ça, comme je disais tantôt, le Mont-Tremblant, c'est une montagne où il y a plusieurs options pour se rendre au sommet, puis il y a des options techniques, il y en a qui le sont moins. Fait que ça aussi, tu peux jouer avec ça là, pour essayer de faire des trucs qui ressemblent le plus possible. En fait, le but, c'est d'avoir des sentiers, puis un parcours, puis un dénivelé le plus possible qui ressemble à le sentier où on va courir comme tel. Là. Exact. Moi, je me permets le commentaire. Je pense pas que c'est tant le cas à la Hard Rock, mais un type d'entraînement que j'aime faire, que je m'impose à travers, c'est que, tu sais, pensez à une course de trail que vous avez faite récemment. Si la distance est moindrement longue, il y a probablement un bout d'asphalte ou de route à travers pour connecter deux sentiers. Nos courses québécoises essayent de nous faire contourner puis de créer des sentiers, mais on finit toujours par faire un peu de route, puis les courses européennes encore plus. L'UTMB, il y a de l'asphalte là-dessus. Moi, ce que j'aime faire, c'est terminer mes courses. Tu sais, quand j'ai les jambes bien cassées, mettons que mon entraînement, c'est un 2 heures, 2 heures et demie de trail technique. Tu sais, t'avances pas vite, tu fais du dénivelé, tu te casses les jambes, t'avances à 10 minutes du kilo parce que c'est hyper technique, mais de finir avec un 10 km avec un bon pace. Là. Ouais, c'est ça, d'essayer d'aller chercher un rythme un peu plus soutenu, tu sais, une sensation de tempo. Tu sais, c'est un exemple que je donne, mais si tu fais le QMT 80 et plus dans les distances, ben t'as un long bout avant Saint-Tite-des-Caps où si t'es pas capable d'ouvrir un peu la machine puis de courir un bon petit pace après avoir fait 50-80 kilos de technique, tu le trouves long en maudit ce 2 km là qui mène jusqu'au ravito de Saint-Tite. Fait que tu sais, c'est le genre de truc que quand tu regardes un peu le parcours, tu peux essayer de mimer dans tes entraînements. Là. Mais tu sais, c'est un débat que je vois souvent revenir dans des discussions, dans des blogs. Tu sais, à quoi ça sert de courir vite, de s'entraîner à courir vite quand tu vas courir pendant 100 mètres? C'est sûr que tu ne vas pas courir vite. Mais le facteur limitant dans courir une longue distance, c'est toujours ton engin aérobique. Tu sais. Ouais. Tu sais, tu peux peut-être courir à 40% de ta capacité aérobique, mais si tu as 40% d'une petite capacité aérobique, là, c'est bien plus fatigant que de courir à 40%. C'est-à-dire à 40% d'une grosse capacité aérobique, tu vas plus vite. Tu sais. Exact. Fait que même si dans un ultra, tu n'es pas à 4 minutes au kilo, il reste que ce travail-là de 4 minutes au kilo, il est payant pour être capable de courir à 8 minutes au kilo confortable, tu sais, en montagne. Là. Ouais, puis ça, on dirait pas on l'oublie, mais on voit beaucoup de gens qui font beaucoup de très longues, de zone 1, puis tout ça est nécessaire, mais comme tu dis, d'aller chercher de l'aérobique, c'est en ultra, en tout cas, je
vois pas à quel moment, mais comme tu dis, on n'est jamais à 90% de notre capacité à ça, fond la c'est caisse. peut-être pas la facette essentielle, mais est quand même nécessaire Mais dans j'aime ce que tu dis. puis aussi pour les jambes. Là, Le puis 40% dont tu parles, c'est exactement ça. Là. Ouais, puis c'est le fun aussi de faire de la vitesse des fois, là, de Ouais. faire sa routine. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, on le sait dans un ultra, la clé, c'est tes kilomètres les plus lents, c'est pas les plus rapides. Ben, moi, en rentrant en 4 minutes, si tu passes 20 minutes assis au ravito, ce kilomètre-là, il est long en maudit. Mais ça reste, moi j'aime ça appeler ça des kilomètres gratuits, mais pour avoir une sensation de kilomètre gratuit, tu sais, quand t'es à Ricana dans le gros technique, puis tu finis par pogner la petite descente de roche, puis d'être 3 kilomètres descendant dans une route de gravel, ben il est pénible en maudit si tu t'es pas préparé, puis c'est pas des kilomètres gratuits, alors que ça peut être le fun. Après 3-4 heures dans le gros technique à pas avancer, de se dire qu'on pogne un semblant de pace intéressant juste pour te dire qu'il y a des kilomètres qui passent un peu plus vite. Là. Ouais, effectivement. Revenons à l'entraînement. Tu es un gars qui fait, ben oui, du trail, on le sait, mais tu es un gars qui fait beaucoup de ski de fond. Une année typique pour toi, maintenant qu'on prend un long pas de recul, puis qu'on regarde 12 mois d'entraînement pour Richard Turgeon, ça ressemble à quoi les moments où tu es plus dans la course, le switch au ski de fond? Quand est-ce qu'on switch vers la course? Moi, j'aime beaucoup faire du ski de fond. Je fais quand même aussi du vélo là, à l'année longue pour aller travailler, puis j'en fais un peu plus l'été. Là, mais en fait, moi, je pense que tous les coureurs de trail, incluant toi-même, Yannick, devraient faire du ski de fond d'hiver. Je pense que c'est un très, très bon complément. Ça fait du bien. Mais c'est sûr que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire des plus longues distances en trail, là, 100 km et plus, que si je faisais pas de course l'hiver, ça faisait que au printemps, la reprise de l'entraînement faisait que le ramp-up, là, il était trop rapide, puis je me suis blessé comme ça quelques fois. Fait que un temps où tu y allais 100% ski de fond l'hiver, puis que tu courais plus. Ouais, c'est ça. Je courais pratiquement pas. Puis faire du ski de fond, pour moi, c'est hyper accessible parce que j'habite à 200 mètres d'un parc où il y a 200 km de piste. Fait que c'est pas comme si j'avais à conduire mon auto. Tu sais, une des affaires qui est cool, la course à pied, c'est que tu peux courir n'importe où, n'importe quand. Mais moi, le ski, c'est la même affaire pour moi. C'est assez facile d'accès. Là. Fait que je fais beaucoup de ski d'hiver à partir de début décembre, mi-décembre, dépendamment des conditions d'enneigement. Mais ce qui arrivait, c'est que j'arrivais au mois de, mettons, mars, puis j'avais, tu sais, t'as fait du ski, fait qu'au niveau pulmonaire puis cardiovasculaire, t'es top shape, là. La machine est au top, là. La capacité du corps de prendre l'impact, elle est beaucoup moins là en ski parce que tu glisses. Fait que c'est ça qui est plus dur. Fait en continuant à courir l'hiver un petit peu, là, une fois ou deux par semaine, 1 heure, chaque fois, juste pour maintenir la capacité de tolérer des impacts, ben ça fait que la transition est pas mal plus facile. Fait que, tu sais, là, tu vois, à chaque année, je fais un événement qui s'appelle le Marathon canadien de ski. C'est 160 km de ski sur 2 jours avec un sac à dos puis du camping d'hiver. Puis là, c'était la fin de semaine, il y a une semaine de ça, là, il y a 8 jours. Okay. Fait que là, après ça, là, je recommence à courir. Là, j'essaie d'aller courir une fois ou 3 jours, 2-3 jours à peu près. Puis je vais continuer à skier. Puis là, ben malheureusement, il n'y a pas beaucoup de neige cet hiver. Fait que, tu sais, quand il va se mettre à faire plus doux là, dans les prochaines semaines, ça ne durera pas longtemps, le ski probablement. Fait que le switch à la course va se faire plus rapidement. Là. Ouais. Puis la période du printemps, comme là, tu te prépares pour un gros objectif qui vient vite dans l'année, mi-juillet, c'est quand même tôt. La période du printemps qui est un peu imprévisible, des fois c'est 2-3 semaines, des fois c'est 6-7 semaines où les sentiers sont pas accessibles. Comment tu t'occupes ton temps de course à ce moment-là? Ben ça, tu dis que c'est plus accessible, ça dépend aussi où ce qu'on court parce que ici, mettons, dans le parc Frontenac, qui est pas tellement loin d'ici, là, c'est un petit peu plus au sud, puis il y a ça devient sec beaucoup plus rapidement. Okay, fait qu'il y a moyen d'aller trouver des territoires où on peut courir au sec rapidement, ou même dépendamment de quel versant du parc que t'es. Puis je fais peut-être un petit peu plus de route, là. Je suis pas un très peu de route tant que ça, là, mais il y a des années, on a fait le marathon de Boston au printemps. Fait qu'on faisait de la route quand il n'y avait plus de ski, puis après ça, quand le marathon de Boston était passé, on switchait à trail. Fait que là, on a regardé l'entraînement d'un point de vue annuel. Le temps qu'on zoome un peu, comment tu découpes tes blocs? Tu sais, t'es autodidacte, là. Je sais pas si on l'avait dit, mais t'es pas coaché. Comment tu découpes tes blocs d'entraînement, des blocs de combien de semaines? Qu'est-ce que tu recherches dans ces blocs-là, mettons, entre maintenant puis la Hard Rock? Ouais. Mais là, tu sais, habituellement, je me fais un petit fichier Excel où je me suis déjà abonné à des plateformes, là, genre Training Peaks, parce que c'est plus facile de visualiser, là, mais je me fais des cycles de 4 semaines avec des week-end shocks là, à peu près
chaque mois ou à chaque 2 mois, là. Mais je pense que je vais en faire un par mois. Puis j'ai déjà quelques plans en tête Ouais. là, d'ici là, là. Puis je veux faire peut-être un Everesting en ski s'il y a assez de neige là, à mi-mars. Là. Fait que, puis des sorties dans les Zadie, puis ouais. Il y a pas de, j'ai pas, je vais faire, il y a des courses locales au printemps, là, mais j'ai pas trouvé de grosses courses à faire là, pour dire que je vais faire du millage en format course avant la Hard Rock. Là. Ouais. Mais j'aime ça me faire des défis à moi-même là, ou avec des amis, là, que ce soit ici ou dans les Adirondacks, là, on a tout le temps une couple de bons petits plans de marde en arrière de la tête. Ça ajoute un peu de piquant au Week-end Shock. Ouais, c'est ça, c'est toujours le fun. Puis aussi, tu sais, tantôt on parlait de spécificité d'entraînement, mais courir la nuit, là, dans un ultra, forcément, tu vas courir de nuit, puis c'est quand même des habilités qui sont différentes de courir de jour. Fait que je pense que c'est vraiment bon pendant l'entraînement d'aller entraîner ça. Ouais. C'est la perception de la profondeur, la noirceur comme telle, tu cours un cône de lumière, c'est plus frais, etc., là, les bruits de la nature. C'est bon de se familiariser avec ça. Fait que, habituellement, quand je fais mes week-end shocks, j'inclus là, ce genre de truc-là là, de cours de nuit. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que dès qu'une course va inclure de la nuit, ça peut être bon. En fait, peu importe les paramètres de la course, tu sais, si mettons, je prends cet exemple-là puis je le mets sur quelqu'un qui fait des distances qui se passent pas la nuit, ça demeure que si ta course elle a un départ à 6 heures le matin, puis toi, dans la vie, tous les jours, tu cours, ton sweet spot, c'est après le travail, en après-midi, début de soirée, ben, c'est sûr que la première fois que tu vas aller courir à 6 heures le matin, ça devrait pas être le jour de ta course. Au même titre que si ta course inclut une demi-nuit ou une nuit complète, ben, d'aller le faire pour plein de raisons, autant pour ce que tu viens de dire, de courir dans un halo de lumière puis pas voir trop où tu t'en vas à part les 2 mètres de lumière devant toi, mais aussi tout l'aspect sommeil. Je veux dire, tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas comment ton corps va réagir. Puis il y a du monde que l'estomac va se nouer quand il tombe un peu en baisse de sommeil. Donc, il faut réfléchir à ces choses-là. Fait qu'il faut les tester. Au final, Ben, c'est ça, je pense que ça fait partie de reproduire les conditions dans lesquelles tu vas courir pour te familiariser avec ça, pour que ça soit moins une surprise. Ouais. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup courir de nuit. J'aime le calme de la nuit. Là. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. C'est de quoi qui s'apprivoise, mais je suis comme toi, j'aime beaucoup ça. Quand tu parlais que tu découpais ça en cycle de 4 semaines, qu'est-ce qui se passe sur ces 4 semaines-là? C'est où que tu piques? Est-ce que là-dedans, il y a du repos qui est prévu? Comment tu découpes tes 4 semaines? Je me fais, en gros, là, sur 4 semaines, ben, je monte le volume. Puis là, quand je me suis entraîné pour le Tour des Glaciers, je m'étais entraîné plus en heure qu'en distance. Avant, je faisais tout le temps mes plans avec la distance. Puis bon, en heure, des fois, c'était un petit peu plus, c'est débattable, là, mais tu sais, quand tu vas courir, surtout sur le Tour des Glaciers, c'est vraiment beaucoup d'heures, là. La distance, ça devient quasiment irrelevant un petit peu, là. Ouais. Là, je sais pas ce que je vais faire encore, mais tu sais, je fais un build-up sur 4 semaines, la quatrième semaine étant la plus grosse, puis la troisième, un petit peu moins grosse, etc. La première, la plus petite. Okay. Puis après ça, quand je repars un autre cycle, ben, ma première semaine est comme une semaine de repos. Là, tu sais, je vais prendre ça plus mollo, puis je vais finir avec un gros week-end que je vais avoir fait probablement peut-être 15 heures d'entraînement pendant la semaine. Puis je vais probablement piquer ça là, fin juin, là, 2, 3 semaines avant la course. Puis moi, je planifie arriver là-bas 3 semaines avant. Là. Okay. Je vais partir le vendredi 3 semaines avant, puis je vais probablement conduire jusque-là. Ouais. Fait que c'est une affaire de 2 jours et demi de conduite. Là. Puis après ça, je vais aller m'installer autour de Silverstone, aller faire de la reconnaissance de parcours. Fait qu'il va y avoir un petit peu d'entraînement là-bas, mais là-bas, c'est sûr que le volume va être moins grand parce que le stress le but de ça va être m'acclimater à l'altitude. Puis c'est un stress physiologique comme tel. Fait qu'il faut que tu diminues ton volume parce que ça devient juste trop d'énergie à dépenser. Là. Tu peux pas essayer de piquer ton entraînement. Ouais, fait que là, je vais faire 2 semaines. Tu sais, grosso modo, là, ce que je m'attends à faire, puis de ce que je lis, puis je discute, c'est d'aller me camper à 2000-2500 mètres, puis à chaque jour, aller hiker à 3-4 000. Puis la dernière semaine, la prendre plus mollo en bas, là, puis me reposer de mon acclimatation, puis être prête le vendredi 12 juillet. J'aime les étoiles des yeux quand tu dit vendredi 12 juillet, les étoiles des yeux. Hein? Tu connais la date, c'est le moment. Ouais, je peux pas dire que 6 heures le matin, c'est ma meilleure heure de départ. J'aime bien l'UTMB qui est à 6 heures PM, mais bon,
je vais être là pareil. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Puis, dans tes semaines d'entraînement, bon, on parle d'heures, d'augmentation d'heures ou de kilomètres, mais il y a une augmentation de volume de semaine en semaine jusqu'à ta semaine 4. Est-ce que tu intègres tout le temps des séances vraiment plus qualité d'intervalle ou de run tempo? Comment tu sépares ta semaine à travers tes sorties zone 1 puis tes sorties un peu plus intenses? Ouais, je cours habituellement 6 fois par semaine. Là, tu sais, je fais pas de double entraînement de journée, là, à part peut-être des fois dans des week-end shots, là. J'essaie de faire un petit peu de musculation, mais c'est pas ma force. Mais tu vois, cet automne, entre la saison de course puis de ski, là, j'ai fait 1 mois et demi à peu près là, de training style CrossFit là, deux, OK. 3 fois par semaine. Là. Ça m'a fait du bien. Ça m'a sorti de ma zone. Là. Ça m'a fait du bien. Fait que là, j'essaie d'en garder un petit peu de ça, tu sais, 1 fois par 2 semaines à peu près. Là. J'aimerais ça être capable de garder ça pendant l'été pour pouvoir reprendre là-dessus à l'automne prochain. Je fais un petit peu des étirements. En fait, je suis beaucoup meilleur dans mon travail de physiothérapeute à dire aux autres quoi faire que de le faire moi-même. Fait que là, ce que Classique je du te disais, cordonnier mal c'est chaussé. pas bon. Ah ouais, je suis pourri à l'os pour ça. Mais j'essaie quand même d'inclure ça dans Ouais. mon entraînement comme tel, là, tu sais, de faire un petit peu d'entraînement, de musculation, un petit peu d'étirement et tout ça. Là. Puis, tu sais, j'essaie de faire 1 fois de l'intensité dans ma semaine, des fois 2. Là. C'est plus facile la semaine quand je suis parce que les séances sont plus courtes. Là. Ouais. Puis, essentiellement, je vais aller à Camp Fortune, là, qui est une petite station de ski, puis on va faire des montes-descends à côté. Là. Puis, il y a des OK. pentes quand c'est pentu. Là. Ça Est-ce que ressemble à ça. est-ce que dans une préparation pour une course montagneuse comme la Hard Rock, tu vas viser un nombre de mètres dans la semaine ou tu sais d'aller chercher des ups et des downs précis ou tu y vas au feeling à travers les Écoute, je te entraînements? dirais que grosso modo, j'essaie de faire le maximum de dénivelé. Je cours jamais vraiment sur le plat. Puis moi, Ouais, c'est ça. j'aime ça faire du dénivelé. Fait que Ouais. dès que j'ai une chance, tu sais, je me suis pas fixé encore d'objectif de volume de dénivelé par semaine, mais c'est ce que je recherche tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, tu sais, les dernières courses que j'ai faites, c'est la dernière course que j'ai faite comme telle, là, c'était le gros, c'est le Tour des Glaciers. C'était 33 000 mètres de dénivelé. J'ai fait juste ça, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai trippé, là, j'aime ça faire ça, j'ai pas besoin de me Ouais. motiver, mais chaque fois qu'il y avait une côte, tu sais, j'évitais les plats, puis je me ramassais, je m'arrangeais pour faire monte, descend, monte, descend, monte, descend. Là. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus dur, toi, sur le corps, le D+ ou le D-? Euh, bonne question. C'est comme deux sports différents. Le D+, monter, c'est beaucoup cardiovasculaire. Descendre, c'est très musculaire dans les jambes. Là. Je pense que en général, je suis un meilleur grimpeur que descendeur. Euh, je suis moins habile en descendant, en fait. Là, tu sais, ça même affaire en vélo. Là, je suis capable de dépasser du monde en montant, mais je me fais dépasser en Ouais. descendant. Je suis pas super cowboy, tout ça, là, mais je pense que je suis meilleur qu'avant, mais je suis pas tellement bon. C'est Là. pas un haut degré de prise de Et, risque. ouais, tu sais, puis l'autre affaire, c'est que tu sais, je veux la finir, la course. Là, tu sais, Ouais. me dérange pas de prendre 2 minutes de plus pour descendre pour éviter de me tordre une cheville, de me casser la gueule. Là. Ou t'exploser les quads. Ouais. Mais tu sais, ça n'a jamais été, j'ai pas des gros quads, là, puis des gros mollets. Mais la tolérance à l'impact, OK. ça va assez bien. Là. Ça n'a jamais été vraiment un problème. J'utilise l'épaule aussi, Ouais. montée de descendre, là. Quand je descends, l'épaule aussi, ça aide à garder une meilleure stabilité. Puis, mais tu sais, des fois, je regarde, on a déjà vu une vidéo de Kylian puis Mathieu qui descendent à l'UTMB à la fin, là, tu sais, je veux dire, ou ben, en tout cas, il y en a plein des vidéos. On parlait de Greg Vollet tantôt. Greg Vollet, c'est un sacré descendeur. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est hallucinant. Mais c'est Tu... un ancien cycliste de vélo de Ben, montagne. Là, ben, tu c'est sais, ça. il y a ça dans le Mais sang, mais c'est malade comment il va vite, là. écoute, à notre échelle québécoise, je me suis déjà entraîné avec Jeff Cochon quelques fois à Mont-Saint-Anne. Puis les descentes, tu sais, la prise de risque, Ouais. c'est ça qui m'impressionne. Moi, la vitesse m'impressionne, mais tu sais, quand tu vois les performances que ces personnes-là peuvent faire sur route ou peu importe, dans le sens qu'ils ont un moteur qui fait qu'ils peuvent faire ça super vite et tout, c'est même pas tant la Mhm. vitesse pure qui m'impressionne, c'est
la vitesse dans du technique, la prise de risque, moi, c'est ce qui m'impressionne. Moi, je suis là en descente, puis je suis peut-être un peu plus vite en montée, mais... Les élites, eux autres, ils courent en descendant, tu sais. Ouais. Moi puis toi, là... On se retient un peu. On freine en descendant. Ouais, eux autres, là, les fréquences cardiaques, ils baissent pas tant que ça quand ils descendent. Ils courent en descendant. C'est une des places où ça se passe, là, entre la différence entre une élite et clairement. Je me rappelle une vidéo, je pense que c'est une vidéo de Salomon, de Kylian puis Emily, qui sont dans le temps qu'ils étaient avec Salomon, mais je pense que c'est le Mount Marathon en Alaska. Puis c'est une descente dans une espèce de dune de qui courent avec des braces après les chevilles, là. Ça n'a aucun sens. Là. Je sais pas la pente à combien de pourcents, mais ils descendent. Puis tu sais, c'est comme juste de la petite roche. C'est du scree, là. C'est de la petite poudre de roche, là. Ça n'a aucun sens. Mais tu vois du monde culbuté là-dedans, puis ils descendent, ils se mettent des casques de hockey sur la tête parce qu'ils savent que ça va arriver. Là, non, c'est pas une ça, c'est une sacrée descente, là. Mettons que tu as à faire une séance d'intervalle, c'est quoi ton type ou d'intensité, là, c'est quoi ta séance préférée? Là? Tu dis aujourd'hui, je vais me torcher, je veux faire monter les fréquences. C'est quoi que tu te mets au programme? Ouais. Je te dirais que j'ai un petit problème avec un tendon d'Achille, fait que j'en fais moins des séances d'intervalle de ce genre-là, mais quand j'en fais, j'utilise le plan de la côte, là, prendre une côte à pic pour faire monter mes fréquences plutôt que d'avoir à courir vite sur quelque chose qui est plutôt plat. Sinon, avant ça, si tu pas plat, c'est cool pour les intensités et aller vite, mais mon tendon d'Achille, il aime moins ça, fait que j'ai plus tendance à utiliser une côte à pic puis monter dedans puis la côté solide. Là. Ça, c'est assez facile de faire ça. C'est assez efficace pour monter les fréquences. Ouais, c'est ça. Hey Richard, avant qu'on aborde la nutrition, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on embarque sur le sujet de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler d'un sujet, la perte de poids. On entend beaucoup de monde qui se mettent à la course pour perdre du poids. Il y a beaucoup de monde qui maintiennent ou qui contrôlent leur poids grâce à la course. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de ton point de vue d'expert? Je suis vraiment contente que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que c'est une préoccupation que j'entends souvent dans mon bureau en clinique. Puis c'est un peu tabou, il faut en parler. Effectivement, la course, ça va aider à garder un poids santé, à perdre du poids, on ne peut pas le nier. Cependant, le plus important, c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée et surtout de savoir qu'est-ce que c'est avoir une alimentation équilibrée. Souvent, quand les gens me disent « Ah oui, je mange bien, mais c'est quoi pour toi bien manger? » La course, combinée à une saine alimentation, c'est vraiment le facteur clé pour régulariser le poids, pour avoir le poids santé pour notre corps à nous. Maintenant, faut pas oublier une chose, la nourriture, c'est notre carburant. C'est ce qui nous permet de rire, de fêter, de parler, de penser, de partager. Donc, il faut surtout pas entrer dans des modes de privation qui vont être nuisibles pour notre santé. Fait qu'on court pour le plaisir, on mange pour le plaisir, puis on fait ça dans un ensemble qui est rempli d'équilibre. Voilà, l'équilibre, c'est la clé. Ouais. Merci Natacha. Bienvenue. Parlons maintenant de nutrition. Je pense un peu comme l'entraînement. Il y a une portion autodidacte, il y a une portion intuitive, mais il y a aussi une portion personnelle à chacun. Puis ça, je trouve tout le temps ça important. Oui, l'entraînement, mais la nutrition, on dirait que c'est encore plus vrai, que chaque personne est différente. Mais j'aime toujours ça, questionner mes invités là-dessus, parce que je pense qu'on peut quand même apprendre des essais, des erreurs des autres, des apprentissages. Ça fait longtemps que tu fais des ultras. Je suppose que tu as, avec le temps, trouvé ta recette qui fonctionne pour toi. Quand tu prévois une course comme la Hard Rock, qu'est-ce que tu prépares d'un point de vue nutrition? À quel niveau? Jusqu'où tu vas dans la préparation de calories, glucides, ces choses-là? Écoute, je calcule pas ça tant que ça, le nombre de calories puis le ratio protéines, glucides, etc. Là. J'essaie j'essaie de manger qu'est-ce qu'il y a sur place. Ça, c'est une des choses. Puis tu sais, quand tu vas courir en Californie ou tu vas en Europe ou tu restes au Québec, t'as pas toute la même bouffe dans les ravitaillements. Fait que ça, je pense que je suis assez chanceux d'avoir un estomac qui est assez flexible. J'ai pas jamais vraiment eu de problème de digestion comme tel dans un ultra. Là, puis je peux manger un peu n'importe quoi. Puis je sais pas si tu es au courant, mais à la Hard Rock, là, la bouffe dans les
ravitaillement, c'est complètement débile, là. Ah ouais, c'est ce Comme que Joe me une des disait. raisons pour laquelle j'ai hâte d'aller au Hard Rock, c'est de manger de la bouffe d'un ravito. Chaque ravito a sa spécialité, là. Tu vas à une place, ils font un bar à quesadillas, puis tu vas à l'autre place, ils ont des brownies, puis à l'autre place, ils ont des popsicles Ben, faut le dire, ceux qui pickles, écoutent, tu sais, la Hard Rock, c'est difficile à entrer comme coureur. On en avait parlé au premier épisode ensemble, c'est extrêmement difficile. Mais il y a une liste d'attente de plusieurs années pour être bénévole sur la course, pour gérer des ravitaux. C'est une course qui existe depuis 91-12, puis ouais. il y a des gens qui sont là depuis le début, puis ils se font une fierté d'être capitaine de ravito, de gérer le ravito, puis c'est pas juste de prêter assistance aux coureurs, c'est de qui va faire le meilleur bouffe pour accueillir les coureurs, puis ça fait partie de l'expérience. De la culture du trail comme à son meilleur. Là, je pense que ça, c'est une des affaires qui m'attire aussi d'aller là, c'est le fait que c'est petit, mais c'est quasiment comme tout le monde que tu connais par leur nom, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la ligne de départ. Là, puis je pense que le mix de moitié-moitié là, de coureurs expérimentés puis coureurs nouveaux, là, je pense que c'est un bon mix aussi. Là, ça, j'ai à ça. Là. Puis dans tes mettons les jours avant. Excuse, vas-y, Richard. Moi, je dis dans la bouffe dans les ravitaux. C'est sûr que je vais manger de la bouffe qu'il y a des ravitaux parce que c'est juste la récurrence. Puis après ça, est-ce que tu vas prévoir avec ton crew certaines affaires dans les ravitaux quand tu vas les croiser, que tu sais qu'est-ce qui marche pour toi? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai toujours un sac avec de la bouffe que j'aime, là, tu sais. Mais l'autre affaire que je me suis beaucoup entraîné au fil des années, c'est de justement pas manger puis pas boire pendant longtemps. Ça a l'air con un peu. Tu t'es entraîné? Je suis quand même assez capable de toffer longtemps sans bouffe puis sans eau, là. Fait que ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je traîne toujours de la bouffe avec moi, là, puis je mange avant d'avoir faim, là. Mais s'il arrive un imprévu, que, je sais pas, un ravito est pas là, comme si tu arrivé en Gaspésie ou j'ai oublié quelque chose, j'ai une assez bonne tolérance à fonctionner sur mes gras corporels, puis... On va le dire, c'est arrivé sur une course en Gaspésie qui n'existe plus. Oui, elle n'existe plus pour... Voilà. Incluant celle qu'il y a des checks. C'est pas des courses qui existent encore, heureusement. Là, je le positionnais parce que je sais de quelle course... de le dire, oui, c'est ça. Pas de ravito finalement, puis un ravito avec de l'eau contaminée. Bon, ça serait le sujet d'un autre podcast. Tu faisais partie de cette édition ultime-là. Ça, je pense que c'est un sujet pour un off-podcast qu'on ne mettra pas en ligne. On ne veut pas se faire des ennemis. Je veux juste entendre tes anecdotes de ça. Revenons à la nutrition. Dans les jours avant, à quel moment tu commences à faire attention à ça? Ben, les 2-3 jours avant n'importe quelle course, là, je veux jamais avoir le sentiment d'avoir faim ou d'avoir soif. Ouais. Ça, c'est ma règle de base, là. Puis, mais sinon, je veux pas rien de plus particulier que ça. Puis, je traîne tout le temps de la bouffe, là. J'aime bien des fruits tout, j'aime bien les gaufres de NAC et tout ça. Fait que j'en ai tout le temps sur moi. Mais quand j'arrive dans les ravitaillements, je mange qu'est-ce qu'il y a là. Fait que, puis tu sais, je le tolère bien, puis je m'assure de bien manger tout le temps. Mais s'il arrive un imprévu, c'est ça, qu'il manque de bouffe ou je prends du retard sur un ravitaillement, n'importe quoi, ben j'ai comme une petite un réservoir d'extra que je peux ouvrir dans mon système qui fait que je peux me passer de ça pendant un certain bout. C'est quelque chose que tu as entraîné avec le temps? Ouais. Je sais pas, j'aime ça, challenger ça, en fait. Ça fait partie un petit peu, je trouve, de la... Tu sais, comme quand on court des ultras, on veut voir combien loin on peut aller sans courir, combien loin on peut fonctionner sans dormir, combien haut on peut aller en altitude. On veut s'acclimater à des super chauds quand il fait chaud, super froid quand il fait froid. Ben, tu sais, j'ai comme tout le temps eu un petit, je sais pas, un intérêt pour ça, puis de tester mon corps. Fait que des fois, je vais partir volontairement sans eau, puis je vais aller. Je dis pas que c'est recommandable à faire ça tout le temps. Je suppose que tu le fais pas quand il fait 40 degrés ressenti non plus. Ouais, ben c'est sûr. Il faut être quand même conséquent avec la météo. Je me mets pas à risque comme tel, mais. Mais je suis d'avis, je suis un peu pareil dans le sens où il y a des courses où il y a des longs stretches entre les ravitaux. Il y a des courses où la bouffe rentre plus, puis il faut que tu saches si tu es capable de fonctionner sur tes réserves.
on dit pas du tout d'aller tester ça puis de vous mettre dans la marde. Ça peut être correct de le tester en ayant sur soi ce que tu as besoin si tu veux le tester. Tu sais, si tu veux voir c'est capable si tu veux voir c'est capable de toffer, je sais pas, 90 minutes là, sans manger, tu peux partir avec ta bouffe sur toi, mais juste voir est-ce que je suis capable de fonctionner sur ces réserves-là. Au même titre que j'ai raconté, je sais pas combien de fois sur le podcast, que l'hiver, que j'ai décidé d'acclimater mon corps à manger en courant, puis je partais le matin avec ma banane dans mes mains, puis je la mangeais en faisant mes intervalles pour apprendre mon corps à digérer. Tu sais, c'est toutes des choses qui se testent, puis on repousse nos limites. Après ça, moi, ça a fait que maintenant, je suis capable de manger sans m'arrêter. Tu sais, il y a des gens que c'est super facile, il y a du monde qu'il faut qu'ils s'arrêtent de manger. C'est un excellent exemple que ce que tu dis là. Moi aussi, j'ai fait ça un bout de temps. Là, je mangeais un gros repas, puis j'allais courir tout de suite après, tu sais, pour m'apprendre à courir avec un estomac plein. Mais le corps, c'est des adaptations, puis il faut que tu soumettes ton corps à ces stress-là, puis il va s'adapter. Là. Au même titre que tu cours à chaleur, souvent, tu vas tolérer mieux à chaleur. Là. Ouais. Ben, les premières fois, c'est inconfortable, mais le corps apprend. Absolument. Fait que, tu sais, ça fait partie un peu de ça, l'entraînement, de se soumettre à des situations qui sont potentiellement les mêmes que tu vas te retrouver dans la vraie vie ou dans une course. Là. Ah, c'est ça. Mais j'aime cette approche-là dont tu parles de tester sans se mettre dans la marde, mais d'y aller aussi avec intuition. On court toutes pour des raisons différentes. On a toutes des approches qui sont différentes. J'ai été quelqu'un qui était beaucoup plus organisé avant. Je pense que c'était peut-être pour pallier à une espèce de... On se lance dans le vide, fait que ce que je peux contrôler, je le contrôle. T'sais. Je sais pas ce que c'est de courir 100 km, mais je vais au moins savoir qu'est-ce que j'ai dans le corps, puis dans ma veste, puis dans mon drop bag. Mais à un moment donné, je me suis comme mis à triper sur le fait d'être un peu plus intuitif, puis de moins réfléchir à ces choses-là, mais il faut quand même y penser. Puis je pense que d'avoir des connaissances de base, puis de tester... Après plusieurs événements, plusieurs courses, on finit par se connaître, puis on apprend à comment on est, puis tu sais, je pense qu'on peut s'inspirer de plein de personnes, puis j'ai parlé de nutrition avec plein d'invités sur le podcast, mais chaque personne qui écoute peut prendre tous ces ingrédients-là, puis se dire, OK, ça a marché pour des gens, mais moi, faut que je trouve c'est quoi ma recette, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt en entraînement, il faut tester. Si dans ta course, tu as de l'asphalte à mi-parcours, puis tu veux être capable de courir dessus, dans ton entraînement, fais ça. Si dans ta course, tu vas être capable de partir du ravito avec une banane dans chaque main, puis les manger pendant que tu cours, teste-le, tu sais. Puis je pense qu'il y a différentes stratégies de s'alimenter, comme il y a des différentes stratégies de gérer le sommeil, puis il y a des différentes, tu trouves ce qui fit avec toi, là, clairement. Il y a de l'essai et de l'erreur. Ouais. Puis récemment, j'ai beaucoup lu sur l'acclimatation à l'altitude, là, parce que comme je disais tantôt, c'est quand même un élément important, mais ce que je lisais récemment, c'est que de s'acclimater à d'autres choses que l'altitude, que ce soit le froid ou le chaud, ça peut être de ne pas manger, là, mais ça aide à s'acclimater à l'altitude. Okay. Parce que ça entraîne une cascade physiologique puis des changements hormonaux qui sont similaires à fait que c'est sûr, tu vas pas t'acclimater à aller faire le Mont Everest en jeûnant un jour par semaine, là. Mais il y a quand même un bénéfice à le faire pour l'acclimatation. Tu sais, un mécanisme de stress sur le corps qui enclenche une adaptation. Il y a un certain transfert qui se fait là, de peu importe le stress auquel tu t'exposes. C'est quand même intéressant. C'est intéressant. Ouais. Tu t'entraînes, ta nutrition, il y a une portion d'intuition dans tout ça, on vient de l'entendre, mais tu es quelqu'un aussi qui lit beaucoup de livres de courses, qui s'intéresse aux choses. Est-ce que tu penses que toutes ces connaissances-là, inconsciemment, même dans ton intuition, ça te guide dans tes choix? Ben, oui, très certainement. Là. Puis, j'ai aussi étudié en activité physique, puis après ça en physio, puis j'ai un intérêt pour ça. Fait ouais, puis je travaille dans mon bureau, il y a une nutritionniste là, au bord du mur, fait qu'on a des discussions là-dessus. La nutrition en particulier, je pense que c'est un domaine tellement vaste, puis il y a tellement de manières d'approcher ça. Là. Puis, en tout cas, je pense que ce qui fait pour un fait pas toujours pour l'autre, etc. Là, mais au fil des années, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai déjà été, mettons, un végétarien pendant un certain temps. À un moment donné, j'ai appliqué plus les règles de l'alimentation cétogène. Puis c'est assez populaire dans le milieu du trail. Puis c'est vrai que c'est assez adapté au type d'énergie qu'on utilise quand on court, mais c'est le fun d'être un petit laboratoire sur deux pattes et de tester des affaires. Des fois, ça marche pas, là, mais... C'est ça que j'entends, on dirait, dans ta démarche de tester des choses. Ouais. En ce moment, ton alimentation, est-ce que tu suis
tendance quelconque, en tout cas pas une tendance, mais Non, je mange beaucoup de fruits et légumes, là. Je Ouais. mange beaucoup de viande comme telle, là, mais j'ai essayé de couper sur l'alcool jusqu'à soir. Là, tu m'as corrompu, Yannick. Hey, c'est pas de ma faute, hein? Moi, j'ai plein d'épisodes où Ouais. j'ai jamais tordu le bras à personne, hein? Non, C'est pas non, c'est bon, possible. c'est bon. Je mange beaucoup de yogourt. J'aime bien les yogourts, les granolas, c'est mon go-to snack. OK. Si tu OK. demandes à mes collègues de travail à la clinique, dans le frigo, il y a toujours un pot de yogourt nature, un gros sac de granola puis des bleuets. Ça, c'est comme mon snack préféré, C'est le là. kit à Richard, ça. Mais je mange beaucoup de petits repas dans une journée, plus OK. que 2 ou 3 gros, là. Je suis Ouais. tout le temps en train de manger. J'ai un tiroir avec un sac de noix puis des barres de chocolat aussi, des fois, là, toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, j'ai tendance à, un peu comme dans une course, m'alimenter Ouais. plusieurs fois pour une petite quantité que 2, 3 gros repas dans la journée, là. OK. Intéressant. Mais ça, ouais, mon mode alimentaire ressemble à ça pas mal, là. OK. Est-ce que tu as testé avec le temps les calories liquides, de mixer des choses dans tes gourdes? Ouais, ouais, oui, mais tu sais, comme même les électrolytes, j'en prends pas tant que ça, là. Remarque que j'ai sûrement des amis qui, s'ils écoutent ça, ils vont dire, ben oui, tu rejoins, on t'a déjà ramassé avec plein de crampes parce que t'étais déshydraté, là. Mais en général, je bois de l'eau. OK. Même pendant les courses, là, je bois de l'eau. Mais je traîne des électrolytes s'il fait plus chaud, là, puis Ouais. où je vais manger des aliments plus salés, là, comme tel, là. Mais Mhm. ce que tu veux dire, c'est il y a des drinks là, tu sais, qui sont Ouais, comme c'est ça, que ce soit, que ce soit le Gatorade du dépanneur ou Ouais, les drink mix comme NAC peuvent faire ou d'autres marques, mais ouais. tu sais, je pense que c'est quelque chose ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas tester en course parce que c'est surprenant. Moi, maintenant, je ne jure que par le drink mix de NAC, puis je dis même pas ça parce qu'ils sont partenaires du podcast, mais les premières fois, je te confirme que je ne jurais pas par le drink mix de NAC. Moi, j'étais quelqu'un qui avait une gourde d'eau, une gourde de Gatorade bien commerciale, puis c'était suffisant. Puis je pense que le petit côté sucré venait combler justement avec mes électrolytes et tout ça. Mais c'est sûr que des produits adaptés au sport d'endurance sont beaucoup mieux que les produits commerciaux. Mais les premières fois, ça n'a pas fait. Ça a été vraiment dur sur l'estomac. Puis je pense que comme n'importe quoi, c'est hyper pratique quand tu réussis à prendre des calories via du liquide et non juste par la bouffe. Mais c'est une adaptation comme n'importe quoi. Puis je me Mais rappelle, ce que tu dis, c'est qu'un coup, tu t'es acclimaté à ça, ça, tu as trouvé que tu performais mieux, là où j'ai tu avais toujours une plus gourde. d'énergie, Exact. constant. Maintenant, tu sais, même mes longues courses d'entraînement, tu sais, mes longues, je vais partir avec de la bouffe un peu, tu sais, une gaufre ou deux. Mais, mettons, moi, jusqu'à 1 heure, je me traîne rien. Puis entre 1 heure et 2 heures, maintenant, tu sais, je traîne une gourde avec du drink mix, puis ça me supporte amplement pour toute ma run. Puis c'est une sortie de plus de 2 heures que là, je vais partir Mhm. avec des barres ou du stock ou je vais arrêter au Écoute, dépanneur me t'es chercher pas le quelque chose. premier à me dire ça, là, puis peut-être faudrait que j'expérimente avec ça, puis je trouverais que, wow, tu sais, il y a un super bénéfice. Non, mais en fait, je disais pas ça pour te dire, t'inciter. C'était plus pour expliquer comme ce que tu disais tantôt par rapport à n'importe quoi. C'est que c'est de l'acclimatation, c'est de Tu l'adaptation. le fais avant. Mais c'est quand même satisfaisant de réussir à rentrer des calories, des glucides, tout ce qu'on a besoin via du liquide. Tu as moins à réfléchir à. Tu sais, je sais pas si ça te fait ça, là, mais moi, des fois, à un moment donné, oui, il faut manger dans un ultra, mais à un moment donné, je sais pas si c'est ma mâchoire ou mon ventre ou ma tête, que ça tente putain de mâcher. Puis de dire que tu peux rentrer quand même des calories, puis pas Ouais. juste être sur l'eau, c'est quand même pas pire. Ben, Hein. c'est intéressant ce que tu dis parce que à un moment donné, j'ai lu un livre sur l'alimentation sportive. Le titre, c'était Portables. Puis c'était, dans le fond, c'était un livre de nutrition, puis il y avait des recettes pour se faire toi-même ton Gatorade, toi-même tes barres, OK? un peu. C'est ça le concept. Puis essentiellement, ce qu'il disait, l'auteur, c'est que quand tu fais une course d'endurance, tu soumets ton corps à plein de stress. Là, tu sais, t'es déshydraté, il fait chaud, etc. T'es fatigué. Puis, en plus, si tu y soumets de la bouffe qui n'est pas habitué de manger, parce que quand tu manges un gel ou une barre, en général, c'est pas ça que tu manges dans la vie de tous les jours. Fait que c'est comme si tu ajoutais un stress supplémentaire versus de manger du riz ou quelque chose qui ressemble plus à de l'alimentation communément, que tu manges communément tous les jours. Fait que, tu sais, en mangeant de la vraie bouffe, ben, c'est un stress de moins à ton corps qui est déjà comme surtaxé en stress quand tu fais une course. Tu sais. Puis, Ouais. ça résonnait dans ma tête, ça, parce que c'est un peu de même que je m'alimente. Puis je me dis, ouais, c'est vrai, tu sais, je m'alimentais pas comme ça à cause de ça, mais ça confirmait un petit peu mon gut feeling par rapport à manger ce qu'il y a dans les aid stations. Et puis,
qui est souvent plus de la vraie bouffe. Là. Il y a des ça. Skittles, des Snickers, tout ça, mais tu sais, t'as des fruits, t'as des petits sandwichs, t'as des morceaux de fromage, des trucs de même. Là. Ouais, puis par la bande, ça fait moins de stock à traîner. C'est con, mais tu sais, si tu veux seulement consommer ce que toi, tu traînes, ça veut dire qu'entre les fois où tu peux avoir un drop bag ou voir ton crew, peu importe, ben, faut que tu traînes beaucoup, beaucoup de stock, alors que des ravitos, il y en a habituellement plus souvent, là. Les fois que j'ai eu des crews, tu sais, les petites gâteries, là, genre un bon café, un petit plat de sushi, ou tu sais, des trucs, là, moi j'aime bien les fèves de café enrobées de chocolat, ça, je trouve ça. Fait que, tu sais, des petites affaires de même que tu retrouves pas dans un aid station, c'est wow, tu sais. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, t'es comme tanné, t'as plus tant faim, mais il faut que tu manges. Fait que là, il faut que tu trouves quelque chose qui stimule ton appétit, là, qui te fait saliver un petit peu. Là. Ah, j'aime ça. Fait que toi, dans le fond, oui, tu t'appuies sur les ravitaux, tu manges les ravitaux, mais tu calcules avec ton crew les moments où tu vas les voir. En fait, pas tu calcules, mais tu te prévois des gâteries, des affaires que tu sais que tu vas avoir hâte de voir ton crew pour plein de raisons, dont celle-là. Moi, j'aime ça manger. Là, fait que c'est sûr d'avoir un petit truc spécial. Là. Très, très cool. C'est sûr que c'est un plus. Vraiment hot. Ça, c'est une bonne idée que je vais essayer de plus penser en mode moi, gâterie. j'aime bien boire des bons cafés, tu sais, puis souvent les restos, tu sais, c'est du café en poudre là, mélangé avec de l'eau, là, ben, exact. Ils font ce qu'ils peuvent. Ça vaut, là. Quand quelqu'un t'amène une shot d'espresso, là, ça vaut de l'or, tu sais. Surtout quand tu as un ultra qui va durer une nuit. Ouais, en plus, tu as l'effet de la caféine. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, j'aime ça. Écoute, Richard, c'était très intéressant de découvrir ce côté-là de toi, le côté intuitif derrière l'entraînement, derrière la nutrition. Je pense que ça parle aussi à beaucoup de monde. Fait que je trouve ça important de l'aborder puis de voir un peu comment on se prépare pour une petite trotte de 160 km dans les Rocheuses du Colorado. Écoute, j'ai tellement hâte. Là. On est encore à 5 mois, comme on disait tantôt, mais j'y pense à tous les jours. Ouais, j'en doute pas. Puis tu dis, on a hâte. Je pense que c'est le temps que je peux faire l'annonce parce que cette série-là, je peux faire mon coming out indépendamment de ce que je vais annoncer. C'était déjà prévu avant qu'on fasse cette série-là qui est sur la route de la Hard Rock, puis qu'on jase parce que je trouve ça intéressant de plonger dans la préparation d'une personne comme j'avais pu le faire avec Marianne, comme on le fait en ce moment. Ça deviendra peut-être une tradition à chaque année. Mais indépendamment de ça, il y a un projet sur lequel je travaille depuis très, très longtemps. Même les semaines où je ne sors pas d'épisode, je pense que j'ai jamais mis autant de temps sur Pas sorti du bois parce que je développe ce projet-là depuis longtemps. Mais du 3 au 15 juillet, il va y avoir une nouvelle série d'épisodes qui va s'appeler « Sur les sentiers de la Hard Rock ». Puis ça sera pas une couverture à distance de la Hard Rock. J'ai envie d'amener les auditeurs, les auditrices à plonger avec moi à l'intérieur de la Hard Rock. Donc, je serai sur place à Silverton pour la semaine avant la course et bien sûr pour suivre la course autour de cette belle boucle-là. On part. On va prendre des espresso à Silverton ensemble. Ben, j'espère bien. Puis, je vais être là pour faire le tour, te voir de ravito en ravito. L'objectif avec la série, c'est de faire vivre la course vraiment de l'intérieur avec Pas sorti du bois. Autant le côté préparation la semaine avant. Fait que le but, c'est de créer un morning show, une série hebdomadaire, donc les jours avant, chaque matin, heure du Colorado, donc ça va sortir quelque part dans la journée au Québec, mais d'avoir 2 athlètes francophones, un Québécois ou une Québécoise, ainsi qu'un athlète français, pour jaser de ce qui se passe, de vivre un peu l'excitation quelques heures, quelques jours avant la course. Puis cette année, une des raisons pour que je voulais faire la Hard Rock, bon, vous le savez, j'aime les courses routes, puis là, ben, la Hard Rock, hein, il y a ça. Chaque année, la Hard Rock attire les plus grands talents, les meilleurs athlètes au monde et des gens qui ont une expérience immense en trail. On l'a souvent dit, la Hard Rock, c'est une course post-graduate, fait que tout le monde qui prend le départ a un bagage immense, fait que peu importe qui je vais interviewer, quelqu'un qui vise la première place ou la dernière place, il va y avoir de quoi de vraiment intéressant dans ce parcours-là. Puis ça donne qu'on a beaucoup de francophones qui sont là cette année. Il y a 2 Québécois,
toi et Éric Megui qui prenaient le départ. Donc, Éric, je sais pas si tu as le goût de revenir au podcast, mais je te lance l'invitation. On pourrait se parler à Silverton. Il y a Marianne qui l'a annoncé la semaine passée au podcast qui va faire le crew. Pas le crew, peut-être le crew, mais surtout, elle va être pacer pour Camille Bruyas, qui est aussi une Française, qui, je l'espère. Ok, je savais pas. Ouais, Marianne va être à la Hard Rock aussi. Fait que c'est pour ça que je disais qu'on a 2 Québécois et une Québécoise qui vont être sur place, et on a des athlètes français, des gens que vous avez déjà entendus au podcast comme Ludovic Pommeret, et des gens que je vais travailler très très fort entre maintenant et le 15 juillet pour les avoir sur le podcast. Vous irez faire vos devoirs, vous irez voir c'est qui les Français qui sont là, mais je vais essayer de les avoir sur le podcast. Dans tous les cas, le but ça va être de vous amener avec moi, puis de chaque jour sortir du contenu autant en podcast que sur les médias sociaux pour faire vivre cette course-là. Donc, ça va s'appeler Sur les sentiers de la Hard Rock. Fait que Richard, on va se parler d'ici là, mais on va aussi se parler à Silverton. Dans ta préparation, je vais arriver là, ça va faire quelques semaines que tu es là. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de fun. Moi, je débarque là avec ma blonde, ma mère, le petit. On va aller se promener en VR sur les routes du Colorado et bien sûr passer beaucoup de temps à Silverton. Tellement beau coin du monde. Toi, t'es déjà allé en plus, fait que tu sais à quoi t'attendre. Moi, j'ai vu la roche. Je l'ai pas embrassé pour pas me jinxer, mais je l'ai vu. J'ai une photo de moi de la roche. Voilà. Ben là, la prochaine fois que tu vas la voir, je pense que ça va être pour l'embrasser. Ben, j'espère bien. C'est ça le but. Fait que je profite de cet épisode-là, Richard, pour l'annoncer. Puis je vais en profiter aussi pour envoyer un petit shout-out à mes partenaires parce que bien sûr, une série d'épisodes comme ça se fait pas sans partenaires. Puis je suis vraiment content parce que j'ai mes partenaires habituels du podcast qui, dès que je leur ai envoyé le projet, ça a comme été un oui catégorique et immédiat. Donc, le partenaire principal de la série Sur les sentiers de la Hard Rock, c'est NAC. En fait, ça va être Sur les sentiers de la Hard Rock présenté par NAC. NAC, vous les connaissez. J'en parle dans les minutes NAC. C'est les meilleurs produits de nutrition au monde. Puis maintenant, on peut le dire sans même avoir l'air chauvin ou avoir l'air de croire en cette jeune compagnie québécoise-là. Ils sont littéralement rendus à la grandeur du monde. Ils sont sur l'UTMB World Series. Ils sont partout. La révolution NAC touche tout le monde dans la communauté trail internationale. Puis on va amener un petit peu de NAC à la Hard Rock. Je serai clairement pas le seul avec des produits NAC là-bas. J'ai aussi un partenaire Voyage qui est un nouveau partenaire du podcast qui est, et je ne veux pas le dire de la mauvaise façon, qui est l'équipe, je vais le recommencer, qui est l'équipe Stéphanie Simpson, donc le partenaire Voyage et l'équipe Simpson courtier hypothécaire. En fait, j'ai lancé l'idée à Stéphanie parce que ça faisait un temps qu'on essayait de trouver comment collaborer ensemble parce que Stéphanie, elle est venue au podcast plusieurs fois, c'est une des grandes coureuses qu'on a ici au Québec, mais c'est aussi un courtier hypothécaire, c'est une entrepreneur, c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué, je pense, avec autant de passion dans la course qu'elle a. Elle a la même passion dans son métier, puis elle a sauté à pieds joints quand je cherchais un partenaire voyage pour ce projet-là. C'est la seule personne à qui je l'ai pitché, puis elle a embarqué à pieds joints, puis tu sais, on en parlait ensemble, puis son rôle, des fois, j'ai l'impression que le rôle de courtier hypothécaire a besoin d'être démystifié. Tu sais, quelqu'un qui cherche une première propriété, quelqu'un qui cherche éventuellement à acheter ou de changer de maison, peu importe, tu as l'impression que le courtier va aller chercher le feu vert des banques, puis c'est tout, va te chercher un bon taux, mais c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, en jasant avec Stéphanie, je pense que ce rôle-là est important à positionner, puis en devenant partenaire voyage de la série, on va pouvoir en jaser aussi parce que, bien sûr, je vais donner une belle visibilité à mes partenaires, mais tu sais, quand on prépare un ultra, quand on prépare une course, on a besoin de gens autour de nous qui nous épaulent, que ce soit de la famille, que ce soit un entraîneur, un nutritionniste du début à la fin, puis le rôle de courtier hypothécaire n'est pas juste pour trouver un bon taux, puis après ça, il part, puis il s'en va faire autre chose. Le courtier hypothécaire accompagne le client du début à la fin, puis c'est vraiment comme un coach, mais quand il y a le temps de se trouver une propriété. Donc, Stéphanie, c'est l'experte en la matière. Stéphanie, c'est une sommité en la matière. Donc, je suis très, très, très chanceux et content de la compter comme partenaire voyage sur les sentiers de la Hard Rock. Finalement, si jamais on décide de s'acheter une propriété à Silverton, ce qui n'est pas... Ben, c'est ça. Je pense qu'on va savoir qui aller voir. Je pense que si on tombe en amour sur le coin, on se cotisa Richard, on appellera Steph, on va faire là... C'est combien pour avoir un petit chalet à Silverton, là? Et finalement, il y a un autre partenaire que je vais annoncer plus tard, mais il y a un partenaire brassicole, puis là, je vais surprendre personne. Noctem embarque à pieds joints dans le projet, donc Noctem va être le partenaire brassicole de Sur les sentiers de la Hard Rock. Ça veut dire que
je vais prendre l'avion, je vais voyager avec des canettes parce que il y a plein de choses qu'on prépare là-bas, on va avoir du fun, mais je vais pouvoir offrir un petit peu de ce délicieux nectar fait par les amis de Noctem à nos invités là-bas. Il y en a comme toi qui seront pas surpris. Bon, t'as déjà goûté de la Noctem, mais nos copains français vont pouvoir goûter à la meilleure bière au monde. Fait que voilà, c'est les partenaires. Je tenais à quand même leur donner une belle visibilité déjà en partant parce que ce genre de projet-là, c'est complexe à organiser puis je suis extrêmement chanceux de compter sur des partenaires. Mais tout ça pour dire que juillet prochain, Richard, tu ne seras pas seul au Colorado. Je serai pas loin si tu as besoin que j'aille te porter des sushis ou quelque chose dans un ravito. Je suis super excité à l'idée que tu viennes là-bas. C'est très, très cool. Et ça gagne en plus. Avoir ben du fun. Fait que, tout ça pour dire, au-delà de la plug de cette nouvelle série-là, merci Richard, c'est toujours un grand plaisir de jaser avec toi, puis de découvrir l'entraînement, la nutrition que tu vas faire d'ici la Hard Rock. On a des beaux sujets qui s'en viennent, je vais vouloir qu'on jase d'acclimatation, je vais vouloir qu'on jase de gear, parce que ça, c'est quelque chose que Joe m'a parlé, Joe Grant, la gestion de l'équipement, la gestion du chaud-froid d'une course comme ça, c'est extrêmement important. Hier, au panel là, auquel j'ai participé, c'était mobilisé probablement la moitié là, de la session, là, l'équipement spécifique là, pour les conditions de là-bas. Là. Ouais, ça se passe en 2021 quand Dylan Bowman il courait après François Den pour la tête de la Hard Rock, puis il disait François il ralentissait rendu en haut des cols, il prenait son temps, mettait ses pantalons de windbreaker, mettait son manteau et tout. Il dit plus tard dans le cours, j'ai compris pourquoi il prenait autant de temps. Puis François avait expliqué que son passé de ski alpinisme, aussi son expérience en haute montagne, tu sais, souvent le ski alpinisme, le skimo, il y a cette notion-là de changer de vêtements parce que tu as chaud en montant, tu descends. Fait que je pense que ça fait partie de ça. Fait qu'on pourrait aborder ça, puis bien sûr, on va aborder le côté logistique, crew, pacer. Fait que c'était l'épisode 2 de sur les sentiers de la Hard Rock, ça c'est l'autre affaire. En route vers Hard Rock. On va commencer par se rendre. Après ça, on sera sur les sentiers. Merci beaucoup, Richard. Oh, ça me fait plaisir, Yannick. Comme d'habitude, je termine en remerciant mes partenaires, donc NAC, Noctem, Capic 1. Je remercie Fred Desroches et David Hébert pour design graphique et thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.